Alors, Monsieur le Président d'EDF, au nom de l'ensemble des élus nationaux, locaux, des directeurs, des responsables de services publics et de tous les représentants des autorités organisatrices de la distribution ici présents, je suis très heureux et honoré de vous accueillir dans l'enceinte de notre nouveau congrès national de la FNCCR. C'est vrai que EDF et notre fédération, on le redit depuis sa création, ont fait ensemble un très long chemin. En vérité, la FNCCR était déjà présente à la création d'EDF, juste après la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà évoqué hier notre congrès de Tours, en 1947, au cours duquel il avait été question de la mise en œuvre de la loi très récente à l'époque, du 8 avril 1946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Depuis, bien sûr, le paysage énergétique s'est métamorphosé, notamment sous l'influence de l'ouverture de la fourniture d'électricité à la concurrence et maintenant de la lutte contre le changement climatique. Malgré les bouleversements qui ont été induits, le groupe EDF est demeuré un opérateur majeur du service public de l'énergie, et en particulier en sa qualité de concessionnaire de nos collectivités pour la distribution, mais aussi, il faut le rappeler, pour la fourniture d'électricité au tarif bleu. Nous nous trouvons à cet égard certainement à une période charnière. Les contrats de concession que l'on avait signés dans les années 90 vont arriver progressivement à échéance, et nous devons préparer leur renouvellement, et cela dans un contexte de transition énergétique qui fait émerger des préoccupations, des problématiques nouvelles, et qui, bien sûr, ça a été redit ce matin, impose des réponses adaptées à cette nouvelle donne. Le chantier est ouvert depuis de nombreux mois, et nous avons d'ailleurs fortement progressé dans l'élaboration de ce qui pourrait être un nouveau modèle de contrat de concession, fondé sur une vision partagée de l'intérêt général. Nous souhaitons donc une énergie compétitive et peu émissive de gaz à effet de serre, accessible à tous dans le cadre d'un système organisé de solidarité sociale et territoriale. Les représentants d'autorités concédantes rassemblés devant vous, Monsieur le Président, souhaitent que votre groupe ait la capacité de s'engager fortement, durablement, dans un partenariat ambitieux au service de nos territoires, dans le respect des attributions, bien sûr, de chacun. Le monde de la transition énergétique est toutefois un monde empreint d'incertitudes, et on va le voir progresser et se développer dans les années à venir. Et je me fais en tout cas l'interprète des personnes ici présentes en vous remerciant très vivement d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de ce congrès afin de nous aider à dissiper peut-être ces incertitudes. Merci, Monsieur le Président, de votre présence. On peut l'applaudir. Monsieur le Président de la FNCCR, cher Xavier Pintat, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires et les autres élus qui sont ici présents, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de votre invitation et très heureux de m'être rendu à votre congrès qui est un événement très important pour le secteur énergétique de notre pays. Je voudrais en profiter pour saluer le rôle que vous jouez. Vous êtes l'acteur prépondérant de l'organisation de plusieurs services publics essentiels au territoire et à leurs habitants. Historiquement présente dans le secteur de l'énergie, de l'électricité et du gaz, donc, la FNCCR l'est également dans celui de l'eau et de plus en plus aussi dans le domaine du numérique. On voit en entrant dans la salle combien la fibre optique fait partie de vos préoccupations à juste titre. Et je voudrais à ce titre, Monsieur le Président, rendre hommage à votre engagement et à celui de la FNCCR en faveur de l'innovation, parce que dans toutes ces technologies, l'innovation, en particulier l'innovation numérique, est essentielle pour que nous puissions être plus efficaces
et maître de l'intelligence territoriale dont vous parlez souvent à juste titre. Les relations de la FNCCR et d'EDF, vous parliez de notre naissance concomitante ou presque, et nous avons en effet fêté nos 70 ans au mois d'avril de cette année. Ces relations sont issues d'un parcours, d'un partenariat commun très riche qui s'est beaucoup renforcé lorsque le modèle national de contrat de concession de distribution publique d'électricité et de fourniture aux tarifs réglementés de vente a été mis en place. C'était, vous le savez tous, en 1992. Ce modèle a rencontré un grand succès. Sur cette base ont été établis la grande majorité des contrats de concession qui sont encore en vigueur aujourd'hui. J'évoquerai tout d'abord l'organisation du secteur de l'énergie et celle des collectivités territoriales compte tenu des évolutions considérables que nous rencontrons. Depuis une quinzaine d'années, l'ouverture progressive des marchés de l'électricité et du gaz a bouleversé l'organisation du secteur énergétique. Inutile de vous dire combien elle a transformé EDF, combien elle a changé la donne pour tous les opérateurs, de nos fournisseurs à nos clients, en passant par nos partenaires. Une nouvelle étape a été franchie, c'était très récemment, au début de cette année, avec la suppression des tarifs réglementés pour les sites de puissance supérieure à 36 kVA. Il faut le reconnaître, c'était un défi que cette nouvelle concurrence pour les équipes d'EDF, mais j'ai pu le mesurer à mon arrivée, nous étions bien préparés, notamment en enrichissant nos offres de services, par exemple, pour mieux maîtriser et mieux piloter la consommation. Je crois que c'est ce qui nous a distingués de nos concurrents et que grâce à ces efforts commerciaux, mais aussi ces efforts de valeur ajoutée dans nos offres, nous avons pu constater avec un grand plaisir que plus de 70% de nos clients concernés ont continué de choisir EDF. Je voudrais vous dire que nos équipes restent mobilisées pour les prochains appels d'offres. Vous prenez ou prendrez des initiatives dans ce domaine. Et je voudrais souligner que les autorités organisatrices de la distribution d'électricité que vous représentez, vous jouez un rôle important pour structurer les achats d'électricité et de gaz dans la recherche non seulement d'une moins-disance, mais aussi d'une mieux-disance. Vous savez combien ce point est essentiel. À quoi bon, en effet, payer moins cher un kilowattheure nu si toute l'économie est perdue dans des services bien onéreux pour accompagner l'absence, justement, d'accompagnement et de services. Quant aux clients de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, qu'ils soient résidentiels ou non résidentiels, ils peuvent choisir entre deux modèles, les offres de marché ou l'offre au célèbre tarif bleu, le TRV, le tarif réglementé, qui s'exerce sous les contrôles des collectivités concédantes dans le cadre des contrats de concession. EDF est attaché au maintien de ce tarif réglementé de vente dans le cadre actuel. Nous évoluons dans ces deux univers comme un concessionnaire de services publics et comme un fournisseur, finalement, à la fois responsable et chargé d'innover en tirant tout le parti des évolutions technologiques pour vous offrir, à vous et aux clients finaux, un meilleur service. Nous développons de nombreuses technologies d'avant-garde et cela nous distingue très largement de la plupart, la quasi-totalité des autres énergéticiens mondiaux dont les efforts de recherche et développement sont nuls ou très modestes. Nos efforts sont importants, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000 personnes pour innover, avancer dans les technologies. Cela bénéficie bien sûr au système de production, au système d'acheminement, mais aussi très directement aux millions de clients qui peuvent bénéficier des outils numériques que nous développons, qui ouvrent un large champ à de nouvelles solutions, des solutions décentralisées, plus compétitives, à de nouveaux services énergétiques personnalisés. Nous sommes bien sûr un commercialisateur agile, numérique, porteur d'offres intégrées, au service des territoires et des collectivités qui les organisent et qui ont la responsabilité de leur développement. Et c'est sur ce socle-là que nous construisons nos ambitions. Et c'est pour cela que pour nous, l'innovation technologique, elle est intrinsèquement liée à la démarche commerciale. Et vous le savez, les exemples ne manquent pas. Je vais vous juste en citer quelques-uns, commençant par notre solution numérique qui s'appelle Équilibre,
Avec elle, nos clients particuliers, en remplissant un questionnaire finalement très simple, accèdent directement en ligne, sur Internet, sur leur ordinateur ou leur téléphone, leur smartphone, à des données personnalisées qui leur permettent d'analyser finement et donc de mieux maîtriser leur consommation. Ceci ne se substitue pas, bien sûr, à la relation personnelle avec des conseillers de clientèle, mais cette solution digitale vient au contraire enrichir cette relation personnelle. Quel succès! Plus d'1 million de nos clients, en un an, ont souscrit à Équilibre. C'est bien la preuve que nos clients comprennent que notre mission de fournisseur au tarif réglementé de vente bénéficie d'un enrichissement fondé sur notre capacité d'innovation et que, d'une certaine façon, c'en est l'aiguillon. Un deuxième exemple que je voudrais citer, sur la base des compteurs Linky, technologie numérique, nous allons ouvrir des services de base gratuits qui faciliteront eux aussi la maîtrise des consommations. Ceci a été décidé par les pouvoirs publics et conduit par Enedis, dont je salue le président du directoire, Philippe Montloubou, qui est présent ici. Et nous avons commencé à déployer les compteurs Linky, comme vous le savez, au sein d'Enedis, avec une première vague de 3 millions de compteurs sur l'année 2016. Je crois que nous venons d'enregistrer le premier million de compteurs. C'est un investissement d'une importance considérable. 5 milliards d'euros au total pour 35 millions de nouveaux compteurs de 2016 à 2021, créant des emplois dans nos régions et bien sûr créant une innovation majeure dont on sait décrire à l'avance toutes les opportunités et toutes les possibilités sur la base des données fondamentales, des données de base qui seront fournies par les compteurs. Tout un écosystème va se mettre en place. Il enrichira les services que nous-mêmes sommes capables d'offrir à nos clients. Troisième évolution majeure, la loi de transition énergétique, la loi NOTRe, dont vous parliez, Monsieur le Président. Ces nouveaux textes législatifs ont acté l'accroissement des responsabilités énergétiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, tant pour la production d'énergie renouvelable que pour la promotion de l'efficacité énergétique ou d'une façon plus générale pour le développement durable des territoires. Ce mouvement, il est bien sûr irréversible. Il a été engagé depuis plusieurs décennies, depuis les premières lois de décentralisation. Ce mouvement reconnaît la responsabilité primordiale des collectivités territoriales dans la bonne marche du service public de l'électricité. Ce mouvement est une chance pour notre pays et pour nos concitoyens. La relation entre les autorités organisatrices de l'énergie que vous êtes, EDF et Enedis d'autre part, cette relation tient compte, bien sûr, de ces changements. Et c'est mon deuxième point, nous allons maintenant avoir à refonder notre relation dans ce nouveau cadre, à moderniser nos relations contractuelles et donc à élaborer un nouveau modèle national de contrat de concession dont nous espérons tous qu'il sera très prochainement finalisé, ce qui me donne l'occasion de remercier les équipes de la Fédération et les équipes aussi d'Enedis qui travaillent à ce résultat. Ce nouveau modèle de concession, nous souhaitons qu'il réaffirme l'attachement mutuel des collectivités concédantes, d'EDF et d'Enedis, à des principes fondamentaux. D'abord, un principe de péréquation nationale pour le tarif d'acheminement et les tarifs réglementés de vente auxquels je répète que nous tenons. C'est un facteur essentiel de cohésion sociale et d'équilibre territorial. Les concessions locales de distribution d'électricité s'inscrivent dans une organisation nationale pour optimiser le service aux clients. Et de ce point de vue, la directive concession, qui a été transposée en droit français en début d'année, eh bien, nous avons pu faire en sorte, tous ensemble, qu'elle confirme la spécificité du modèle concessif français et l'exemption de mise en concurrence des concessions d'électricité. Et puis, il faut le dire, l'association le plus en amont possible des collectivités concédantes et du concessionnaire Enedis dans la définition des investissements propriétaires est un atout. Et de ce point de vue-là, je salue la décision qui a été mise en œuvre récemment qu'un représentant de la FNCCR, le représentant le plus éminent qui soit, siège maintenant au conseil de surveillance d'Enedis. Je salue également la création du Comité national du système de distribution publique d'électricité, dont là aussi la présidence est confiée à un représentant de la FNCCR. Cette gouvernance est complétée au bénéfice des collectivités concédantes par les nouveaux dispositifs de programmation des investissements prévus par Enedis et la FNCCR dans le nouveau modèle de contrat de concession.
ainsi que par la mise à disposition de données économiques et techniques supplémentaires dans le cadre très important, j'y reviendrai, des comptes rendus annuels d'activité. Enrichi, plus clair sur les missions respectives d'Enedis d'un côté et d'EDF de l'autre, cohérent avec le nouvel environnement législatif et réglementaire, ce nouveau cadre contractuel sera adapté aux enjeux de la transition énergétique et aux attentes légitimes des collectivités. Il constitue une base solide pour réussir les renouvellements de contrats de concession et la passation de nouveaux contrats. Conçus pour la France métropolitaine, nous l'adapterons également, le moment venu, aux départements et territoires d'outre-mer où nous sommes aussi très fortement engagés. Ce nouveau modèle, il doit aussi réaffirmer l'engagement clair de solidarité des collectivités et d'EDF à l'égard des clients en difficulté. Cette solidarité est plus que jamais nécessaire. Nous savons que 4 millions de foyers sont aujourd'hui en situation de précarité selon le dernier rapport du médiateur national de l'énergie. EDF est convaincu que la réponse aux enjeux énergétiques d'une collectivité ne peut s'exonérer d'un engagement social. Nous plaçons la lutte contre la précarité énergétique au cœur de notre responsabilité d'entreprise. Et comme vous le savez, nous conduisons depuis maintenant quelques décennies une politique dédiée en faveur des clients en difficulté. Ainsi, nous avons mis en œuvre de manière proactive les dispositifs réglementaires dont bénéficient plus de 2,5 millions de foyers, 2,5 millions de foyers en matière de tarifs sociaux, avec une protection l'hiver de tous les clients particuliers et une information qui a été mise en place aussi en faveur des mairies sur les clients EDF en difficulté, de manière à ce que nous puissions amplifier les actions volontaires qui sont menées avec les acteurs de la solidarité dans les territoires. La démarche d'EDF, c'est d'accompagner bien sûr l'action des pouvoirs publics. De ce point de vue-là, l'État récemment, c'est symbolique, nous a chargé, nous EDF, de fournir gratuitement 1 million d'ampoules LED aux collectivités situées dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte, les TEPOS. Cette mesure cible en priorité les ménages à faible revenu. Elle rencontre, et je vous en remercie, un grand succès dans les territoires. Alors sur le plan social, notre intervention, c'est d'abord l'aide au paiement via les tarifs sociaux de l'énergie, avec le cofinancement aux côtés des collectivités territoriales, des fonds de solidarité pour le logement, pour le paiement des factures d'énergie des ménages précaires et en aménageant des délais de paiement. C'est en deuxième lieu l'accompagnement des clients en difficulté par nos conseillers clients et par les conseillers solidarité que nous avons mis en place chez EDF, ainsi que par des partenariats avec les travailleurs sociaux des collectivités territoriales, avec les structures de médiation sociale et avec le monde associatif. Enfin, troisièmement, c'est la prévention avec l'aide à la rénovation thermique des logements, et Dieu sait combien il y a de travail encore à effectuer dans notre pays. Et sur la pédagogie, là aussi c'est un effort toujours recommencé, la pédagogie sur les bonnes pratiques en matière de maîtrise de l'énergie. En matière de solidarité, nous innovons aussi. Je voudrais citer comme exemple le portail Pass Solidarité qui permet aux acteurs des services sociaux des départements et des communes de contacter en dehors des heures d'ouverture les plateaux d'appel de quelques 200 conseillers solidarité qui traitent les situations de précarité énergétique les plus aiguës, les plus urgentes, les plus cruciales. Les évolutions que je citais, les principes de fonctionnement et de solidarité qui sont les nôtres et que je sais que nous partageons, tout cela nous incite aussi à mettre notre expérience, nos compétences et nos technologies à votre service pour faciliter la transition énergétique des territoires. Vous vous posez, sur vos territoires, les questions sur lesquelles nous travaillons quotidiennement et vous êtes confrontés à de nouveaux défis. Trouver des solutions concrètes à la mise en œuvre de la transition énergétique au service des habitants des territoires. Vous pouvez compter sur EDF. Nous sommes pleinement mobilisés pour vous accompagner à travers la fourniture électrique bas carbone et à travers l'offre de solutions et de services énergétiques que porte le pôle service de notre direction commerce, mais que portent aussi sous leur marque nos filiales de spécialité comme Dalkia, Citelium, Tiru et nos partenaires. Je pense par exemple à des solutions de valorisation des déchets que propose notre filiale Tiru. Je pense aux offres innovantes de notre filiale Citelium en matière d'éclairage public intelligent et de services urbains autour notamment des questions de mobilité et de vidéoprotection.
De ce point de vue-là, comme vous le savez, nous sommes un électricien déjà très décarboné. En France, les kilowattheures produits par EDF émettent en moyenne 20 fois moins de dioxyde de carbone que la moyenne européenne, car notre mix énergétique est performant grâce à la conjugaison, principalement, de façon presque complète, de nucléaire et d'énergie renouvelable. Et je rappelle, ce n'est pas toujours connu, que autant nous sommes le premier électricien mondial en matière d'électricité nucléaire, eh bien nous sommes aussi le premier électricien européen en matière d'énergie renouvelable, le premier producteur européen d'énergie renouvelable. Ce mix énergétique est diversifié, équilibré. Il faut rendre hommage à la sagesse de nos anciens qui, au long des 4 dernières décennies, ont su construire de manière remarquable ce mix de production très décarboné. Ceci fait d'EDF l'acteur central de la transition vers une économie sobre et bas carbone. Nous avons des programmes pour poursuivre dans cette direction. Le premier, le plus important par son ampleur en termes de volume d'investissement, c'est notre programme de grand carénage, une 50aine de milliards d'euros sur 10 ans, qui va nous permettre de maintenir le parc nucléaire au meilleur niveau de sûreté et de prolonger la durée de vie de nos centrales nucléaires, sous réserve de l'autorisation que nous délivrera, je l'espère en son temps, l'autorité de sûreté nucléaire. C'est aussi, bien sûr, les programmes de développement de nouveaux réacteurs nucléaires, en commençant par le premier EPR que nous sommes en train de construire à Flamanville. Le nucléaire s'affirme de plus en plus comme un avantage compétitif remarquable. Dans de nombreux pays, le nucléaire devient attrayant. De nombreux pays viennent nous voir. De nombreux groupes de pression, y compris écologistes, se rendent à la vérité. Le nucléaire est une électricité, une énergie décarbonée et elle mérite d'être promue. C'est pour cela aussi que nous avons nous-mêmes, à côté de nos investissements nucléaires et toujours dans le cadre de notre stratégie bas carbone, décidé de rééquilibrer les investissements que nous faisons en matière nucléaire et les investissements en matière d'énergie renouvelable. La stratégie CAP 2030 que nous avons mis en place l'année dernière a pour objectif de doubler la capacité d'EDF en matière de production d'origine renouvelable, de la porter sur une quinzaine d'années de 28 gigawatts à plus de 50. Nous avons de bons atouts puisque nous maîtrisons toutes les technologies. La première énergie renouvelable, nous ne l'oublions pas, c'est l'hydraulique et je sais combien elle est importante dans les territoires. Et vous savez aussi combien je me bats et combien EDF se bat pour préserver notre patrimoine et développer encore davantage, alors que Bruxelles remet en cause un système qui a remarquablement bien fonctionné au service de la collectivité nationale et de nombreux territoires. Et donc l'hydraulique est au premier plan de nos préoccupations. Mais je dirais qu'au-delà de l'hydraulique, avec les grands barrages et aussi la plus petite hydraulique, nous sommes un leader dans la biomasse avec Dalkia, leader en matière de réseau de chaleur et de froid, mais nous avons aussi de fortes implantations sur le territoire en matière d'énergie éolienne. J'inaugurerai dans les Pyrénées-Orientales le plus grand parc d'énergie éolienne après-demain vendredi, près de 100 mégawatts en une seule rangée d'éoliennes. Nous sommes très présents bien sûr aussi dans le photovoltaïque et je ne voudrais pas oublier la géothermie. Électricité de Strasbourg notamment développe de fortes compétences en matière de géothermie et nous avons là aussi inauguré la plus importante unité industrielle basée sur la géothermie. C'était il y a une quinzaine de jours en Alsace. Vous ne le savez peut-être pas parce qu'on a beaucoup chez EDF encore l'image du tout nucléaire. Je souhaite mettre un terme à cette réputation en complétant notre image et en disant que nous sommes autant tout nucléaire que nous sommes tout renouvelable. Car chaque année, nous investissons autant, si ce n'est légèrement plus, pour construire de nouvelles capacités en matière d'énergie renouvelable que nous investissons pour construire de nouvelles capacités en matière d'énergie nucléaire. Donc le renouvelable est bien l'une de nos grandes priorités. Nombre de collectivités publiques souhaitent intégrer le volet énergie dans leur démarche de planification urbaine, souhaitent piloter des systèmes valorisant les ressources locales faiblement carbonées, souhaitent améliorer les performances de leur patrimoine et développer des solutions d'éclairage public intelligentes ou des solutions de mobilité sans émissions de gaz à effet de serre. Depuis 70 ans, depuis que nous assurons l'équilibre entre production et consommation dans notre pays, cette mission est aujourd'hui confiée à RTE, mais je dirais que le groupe EDF et la culture d'EDF ont développé un savoir-faire, une connaissance, une culture inégalée. Culture et connaissance en matière d'infrastructures énergétiques, de la conception à la maintenance et en matière de services.
Nous avons su optimiser le fonctionnement de nos grandes infrastructures à l'échelle nationale. Notre objectif est de vous aider maintenant à les optimiser à l'échelle territoriale. Vous avez vous-même une grande expertise sur ces sujets et nous pouvons vous aider à construire encore davantage vos expertises, à vous aider à définir vos politiques énergétiques, à construire un capital unique de connaissances qui nous permettra au plus près des clients de comprendre les habitudes de consommation, d'optimiser la performance énergétique des différentes installations et en particulier des logements et de trouver les solutions les plus pertinentes. Vous vous posez de nombreuses questions. Nous sommes à votre disposition pour vous aider avec nos compétences et nos solutions. Notre recherche et développement, notre savoir-faire en matière d'accompagnement territorial sont complémentaires. Croyez bien qu'ils ne visent pas à privilégier une filière ou une solution technique ou une gamme de matériel particulière. Notre objectif, c'est de vous donner, sur chaque cas qui nous est présenté, la réponse la plus adaptée à vos réalités et à vos enjeux. Nous accompagnons déjà plus de 300 projets portés par les collectivités. Notre organisation, fondée sur la proximité et la compréhension des besoins de chacun, vise à vous aider à optimiser tous les services dont vous avez besoin. L'électricité, nous le savons, sera de plus en plus décentralisée. C'est une révolution pour nous, comme c'est une révolution pour vous. Et nous avons donc à l'optimiser, à la fois dans la dimension nationale et de la production, que dans la dimension locale et de la consommation. Nous allons nous appuyer sur l'innovation. Nous allons mettre à votre disposition des solutions personnalisées, des projets innovants, un savoir-faire et une bonne volonté permanente. Nous avons de nombreux partenariats dont vous pouvez bénéficier avec le monde scientifique et académique, avec de nombreuses institutions en France et à l'étranger. Et aussi, j'ai plaisir à le souligner, nous sommes très présents dans le monde des start-up, qui est celui qui lui-même nous stimule et nous apporte à nous aussi des challenges, des innovations, des stimulations complémentaires. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter, par exemple à Lyon, par exemple à Nice, par exemple à Toulouse et dans de nombreux autres lieux de France, des programmes de grande ampleur, très collaboratifs, réunissant de nombreux partenaires qui visent à tester grandeur nature des solutions d'optimisation locale et de maîtrise de l'énergie et qui visent à développer tout un éventail de services interactifs. Voilà, mesdames et messieurs, en conclusion, je voudrais vous dire de façon très claire et je dirais même solennelle qu'en ces moments de transition énergétique et de mutation dans les modèles qui sont les vôtres comme ceux qui sont les nôtres, vous pouvez compter sur le groupe EDF. Nous allons vous accompagner dans vos projets de transition énergétique dans toutes leurs dimensions, que cela soit sur des opérations ponctuelles ou sur des partenariats inscrits dans les investissements conjoints, inscrits dans la durée, inscrits dans la confiance. Je voudrais dire aussi que nous sommes conscients de nos responsabilités pour faire du service public de l'électricité un des socles de notre action. Ne croyez pas que nos efforts seraient uniquement tournés vers nos activités en concurrence. Ce n'est pas vrai, vous l'avez bien compris. Nous savons être innovants dans la concurrence, mais nous savons aussi être innovants dans l'exercice de nos missions de service public. Voilà, pour terminer, cher Xavier Pintat, je voudrais insister sur l'importance nationale des enjeux dont nous nous entretenons ensemble cet après-midi. La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la planète, c'est un enjeu essentiel. 195 chefs d'État se sont déplacés à Paris en décembre dernier et ont partagé la nécessité de faire quelque chose d'ampleur pour préserver notre environnement et notre planète. Nous partageons ces enjeux et nous sommes convaincus que l'électricité, ce n'est pas la solution, mais certainement c'est l'une des solutions, parce que l'électricité, on le voit, est le vecteur de la décarbonation et c'est aussi un vecteur important en matière de maîtrise des énergies. Nous allons faire vivre ensemble un esprit de coopération et d'innovation à la hauteur de nos défis. Je voulais vous adresser ce message, un message de grande confiance dans l'avenir, de grand respect pour le partenariat qui a été construit entre nous. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez accepté un moment d'échange avec la salle. Alors, j'appelle la première question. Levez bien haut le bras et puis on va venir vous amener un micro. Alors, pour l'instant, apparemment, vous avez été parfait. Non? Ah, une question, voilà, ici. On va te faire passer un micro. Si vous pouvez l'amener, s'il vous plaît. Madame la Présidente des Pyrénées-Atlantiques. Monsieur le Président, vous nous avez parlé de l'application des tarifs sociaux par EDF. Or, l'application des tarifs sociaux, d'après ce que prévoit le gouvernement, en 2008, ces tarifs sociaux seront remplacés par le chèque énergie. Je souhaiterais avoir votre positionnement sur 2018, donc le remplacement par le chèque énergie de l'application des tarifs sociaux. Merci. Merci de votre question, Madame la Présidente. En effet, la loi prévoit, c'est un des nombreux articles de la loi de transition énergétique qui est désormais la loi de la République. La loi prévoit le basculement du système des tarifs sociaux par un chèque énergie qui permettrait, parmi d'autres avantages défendus par ses partisans, qui permettrait notamment de traiter d'autres modes d'énergie que l'électricité et le gaz. Et je crois qu'il est parfaitement compréhensible qu'on ne se limite pas dans les tarifs sociaux à ceux de nos compatriotes qui sont à la fois dans cette situation de précarité et qui ont choisi l'électricité ou le gaz, mais qu'on cherche à faire quelque chose aussi pour ceux qui ont choisi d'autres modes de chauffage en particulier. Le sujet est néanmoins d'une grande complexité. Je crois que dans sa sagesse, l'administration, le gouvernement ont décidé de passer d'abord par une expérimentation. Cette expérimentation doit avoir lieu dans 4 départements, dont la liste m'échappe à l'instant, vous me pardonnez, mais je suis sûr que certains dans la salle pourront vous éclairer sur la liste de ces départements, 4 départements où l'expérimentation doit avoir lieu. Et ce n'est qu'après cette expérimentation qu'on mesurera les bénéfices apportés par la nouvelle loi et que sera éventuellement généralisé le passage des tarifs sociaux avec une prestation directe sur la facture à un chèque énergie. Certains s'inquiètent, je ne sais pas s'il faut être inquiet, mais certains s'inquiètent du fait que le chèque énergie nécessite davantage de démarches, que certains pourraient prendre le chèque et ne pas l'utiliser, et que donc il y aurait une inefficacité dans la gestion simplement de ce moyen de paiement. Et donc je crois qu'il faut attendre l'expérimentation avant de pouvoir donner une opinion définitive. Je ne sais pas si le président Pinta a une opinion là-dessus. Vous voulez compléter peut-être ? Non, je partage votre avis. Partage mon avis, merci. Voilà, une autre question ? Oui, Denis Linglin, SIEA, département de l'Ain. Je voulais d'abord poser la même question que madame, mais mes autres questions, la première, c'est comment, ça s'adresse plutôt à RTE, mais on n'écoute pas RTE, mais vous saurez répondre. Comment évaluez-vous ou vous préparez-vous à un éventuel blackout sur la grille électrique européenne? Blackout dont la cause principale serait bien sûr les ENR fatales. En premier lieu, l'éolien. L'intelligence de la grille, on la connaît, mais elle a ses limites devant la physique. Les petits électrons qui se baladent, et face au foisonnement limité des vents ou du soleil européen. Alors, où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions à ce sujet-là? Est-ce que vous avez des craintes? Comment vous allez les appréhender? Ma deuxième question, c'est en matière de nucléaire, qu'est-ce que vous prévoyez pour le futur, surtout maintenant que vous avez, vous êtes très fortement partenaire au racheter Areva? Merci de vos 2 questions. Vous avez déjà, dans votre propre question, dit que l'équilibre du réseau français, je l'ai dit moi-même pendant le discours, et l'insertion dans la plaque européenne est de la responsabilité de RTE. Et comme vous le savez, EDF et RTE partagent un certain nombre de choses dans le passé, mais il y a aujourd'hui des règles extrêmement strictes qui oblige, et je crois que c'est tout à fait compréhensible, RTE à traiter EDF comme un producteur d'électricité parmi les autres,
sans aucun avantage particulier. Donc je ne saurais, moi, commenter, au-delà de ce que dit RTE et son président François Brottes, je ne saurais commenter au-delà de ce qui est dit dans les rapports publics. J'ai compris que RTE estime qu'il n'y a pas de risque sur les 2 ou 3 prochaines années d'un effondrement, un effet de château de cartes du système électrique européen du fait de la concomitance de certains événements climatiques qui seraient à la fois liés à des vagues de froid et à un manque de production des énergies intermittentes. Maintenant, je vais vous donner la position des experts d'EDF. Ce n'est pas nécessairement le président d'EDF qui s'exprime, il va dire ce que pensent les experts de sa maison. Et dans la maison EDF, nous pensons que nous allons dans une situation de risque qui est mésestimée, méconnue, notamment par les gens de la Commission européenne qui estiment qu'il n'y en a pas. Nous pensons qu'à un certain horizon, qui n'est peut-être pas de 2 ans, mais peut-être davantage, quand nous aurons eu l'extinction du nucléaire en Allemagne, quand nous aurons eu une proportion beaucoup plus importante d'énergie intermittente pour assurer la production courante, notre système ouest-européen sera en effet beaucoup plus fragile en cas d'une situation anticyclonique amenant à très peu de production solaire, à très peu de production éolienne et à une vague de froid. Nous pensons qu'il y a une fragilité inhérente au mix énergétique qui a été choisi, disons-le clairement, par nos voisins allemands en particulier, qu'il est arrivé au système français de venir secourir le système allemand il y a 7 ou 8 ans. Quand j'ai visité, lors de ma prise de fonction, j'ai visité des services d'EDF qui m'ont montré des courbes extrêmement parlantes qui montraient que si ma mémoire est bonne, en, je crois, 300 millisecondes, le système électrique français est venu sauver le système électrique allemand. J'espère que ça ne se reproduira pas. Je ne voudrais pas qu'on donne l'impression de jouer les Cassandres, mais il est de notre devoir, et je le fais de temps en temps, d'alerter sur le fait que nos experts chez EDF estiment que nous pouvons rentrer dans 3 ans, dans 5 ans, dans une zone de fragilité du système électrique de l'ensemble de la plaque ouest européenne. Sur la deuxième question, pardon d'avoir été un petit peu long, mais je voulais bien séparer, je veux dire, les attributions de RTE et une opinion d'experts d'EDF. Sur le sujet du nucléaire, je vais peut-être m'attarder aussi, si vous le permettez. Je voudrais vous dire que c'est vraiment un point très important, j'en parlais à l'instant d'ailleurs avec vous-même. Nous avons une spécificité en France, c'est qu'il a été décidé, en particulier au début des années 70, de lancer un grand programme électronucléaire qui a été un succès formidable. Il nous a permis, nous qui n'avons pas ou pratiquement pas de ressources fossiles, d'acquérir une quasi-indépendance énergétique. Il nous a permis d'avoir la sécurité d'approvisionnement sans dépendre en quoi que ce soit des importations et du bon vouloir de tel ou tel. Il nous a permis d'avoir un réseau robuste, bien géré et qui fait en sorte que la disponibilité du courant est tout à fait remarquable. Il nous a permis de créer une industrie, une filière électronucléaire qui est l'un des 3 grands secteurs industriels français avec l'automobile, l'aéronautique. Et bien le 3e secteur, c'est celui de la filière nucléaire avec un courant d'exportation dont on ne parle pas assez, mais qui permet notamment à Areva de servir des clients dans le monde entier. Je crois que c'est environ 250 réacteurs dans le monde entier sur lesquels Areva intervient à tel ou tel moment de leur vie. Et il nous a enfin permis d'avoir des prix pour les consommateurs qui sont bas, puisque nos voisins à consommation identique, les ménages qui habitent chez nos voisins, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, etc., Suisse, Italie, Espagne, selon les pays, payent entre 30 et 85% plus cher à consommation identique qu'un ménage français. J'estime que mon devoir, le devoir EDF, est de préserver cet acquis et de faire en sorte que dans 30 ou 50 ans, nous puissions continuer à bénéficier de tous ces atouts. C'est pour ça qu'il est très important, alors que nous savons tous que nous sommes à un point bas, que nous avons des problèmes de qualité, qu'Areva n'est pas en bonne posture, que l'EPR des Flamanville a pris du retard, qu'il n'a pas respecté non plus son devis, etc., etc. Les mauvaises nouvelles se sont accumulées, mais il a été décidé au plus haut niveau de l'État et avec un plein et entier soutien d'EDF, il a été décidé de tout faire pour que nous puissions laisser nous-mêmes, ceux qui nous suivront, des actifs aussi remarquables que ceux dont nous avons hérité. C'est pour cela qu'un grand plan de restructuration a été mis en place, avec la recapitalisation d'Areva, mais aussi celle d'EDF, avec les renforcements des fonds propres qui interviendront chez EDF, avec la reprise de l'activité
de réacteurs d'Areva dans une filiale d'EDF de façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul pilotage en France de l'activité réacteur. Ça doit nous apporter beaucoup de tort que pendant 10, 15, 20 ans, il y ait eu une dichotomie, une dualité des responsabilités entre EDF et Areva. Et c'est pour cela aussi que nous faisons tout pour faire en sorte que la filière puisse aller d'étape en étape vers la construction d'une nouvelle génération. Ce sera des EPR optimisés pour le parc français qui seront mis en service grosso modo entre 2030 et 2050, et que l'une de ces étapes très importantes passe par la continuité de l'effort de reconstruction que nous avons fait, et donc par la construction à Hinkley Point en Grande-Bretagne. Ils sont très demandeurs, c'est un projet qui est mûr, qui est rentable, par la construction à Hinkley Point de 2 EPR qui auront parmi d'autres le rôle d'assurer la viabilité économique, la soudure en matière de plan de charge et aussi une bonne rentabilité pour EDF dans un pays voisin qui croit comme nous au nucléaire. Et donc le projet d'Hinkley Point est un élément central de cette stratégie. Donc il y a une volonté de pérennité de la filière nucléaire, il y a des actions stratégiques qui sont menées au plan industriel, au plan opérationnel et sur les produits, sur la qualité. Et je crois qu'il n'y a pas de responsabilité, en tout cas plus importante aujourd'hui pour ceux qui sont dans ce secteur, que de faire en sorte que nous ne nous retrouvions pas dans une génération en train d'avoir une électricité qui sera beaucoup plus chère et qui dépendra, comme nos voisins, des importations de gaz. Voilà, je m'arrête là. Merci. Une autre question ? Oui. Alors, je vois ici une main se lever. Voilà. Y en a-t-il d'autres ? Non ? Donc, ce sera la dernière ? Oui. Monsieur le Président, Directeur Général, bonjour. Je me présente. Je suis là. Monsieur Joseph Fournier. Sur le plan professionnel, pour me situer quand même, vous comprendrez mieux peut-être le sens de ma question, c'est que je suis un ingénieur mixte EDF-GDF de l'histoire, à la retraite bien sûr, c'est vrai. Je suis aujourd'hui un élu d'une ville de 18 500 habitants qui s'appelle Lacros, entre Toulon et Hyères, dans le sud, donc, et au travers de mon accent, ça se reconnaît. Je suis également aujourd'hui secrétaire départemental d'un syndicat qui s'appelle Simi et Legva, et j'ai eu l'occasion maintes fois de vous rencontrer au travers d'autres je dirais, notre mouvement, au travers d'une association qui s'appelle l'Association des élus d'EDF et GDF, Suez à l'époque, et maintenant, qui a changé de nom. Alors ma question est la suivante. Je vais faire appel un petit peu à tout ce que depuis 48 heures, j'entends, je lis et je prends en compte. Je vais citer les mots. Intelligence des territoriales, territoire d'énergie. J'entends depuis ce matin des évolutions peut-être nécessaires, incontournables, mais ma question va être peut-être brutale pour vous, Monsieur le Président, Directeur Général. Pour avoir connu une époque de présence sur le terrain, de contact humain, j'ai bien peur que demain, toutes ces évolutions fassent qu'en sorte tout ce qui était la base, et je vais me répéter là-dessus, d'un service public au service de la nation et au service du public surtout, perdent un petit peu de ces réalités dans les mots. Je vous pose la question, Monsieur le Président Directeur Général, ou du moins quels sont les enseignements que vous pouvez nous dire pour demain, de faire qu'en sorte que les évolutions soient acceptées, mais soient partagées réciproquement. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur Général. Oui, mais comme me dit Xavier Pintat, c'est une vaste question. Je vais essayer de vous apporter une réponse un peu concrète. D'abord, je voudrais vous dire que nous sommes très désireux de garder une forte implantation dans les territoires à l'ère du numérique. À l'ère du numérique, comment garder une forte implantation dans les territoires? Et concrètement, eh bien, ça veut dire mener avec vous des actions de partenariat, parce que seul l'ancrage territorial partenarial nous permettra de construire des solutions proches de vous.
Parce que pour le reste, eh bien, les technologies s'imposent à nous. Nous sommes dans un monde de concurrence dans tous les domaines. Nous n'avons plus de monopole sur rien. Nous n'avons plus de monopole sur rien. Ça fait déjà 10 ans que nous sommes concurrencés sur la totalité de la gamme de ce que nous fournissons. Donc on ne peut pas revenir à des modes de fonctionnement pour des raisons qui n'obéiraient pas à des objectifs d'efficacité. Donc l'efficacité, les technologies, le numérique, ça nous oblige, comme ça oblige tous nos concurrents, à utiliser des moyens qui peuvent vous apparaître comme lointains, comme abstraits, comme moins humanisés. C'était un petit peu les mots que vous utilisiez. Et comment contrecarrer ça, vaste sujet? Eh bien, je crois, en menant ces partenariats dont je parlais dans mon message, et je vous assure que c'est un message très important en interne chez EDF. Je sais qu'il y a de nombreux collègues qui sont ici dans la salle aussi. C'est important que nous soyons nous-mêmes convaincus que nous devons arriver à faire cohabiter un système très standardisé, peut-être encore un peu trop hiérarchisé, très tourné vers l'efficacité intrinsèque, avec un système tout à fait sur mesure, très à l'écoute, dans lequel la dimension humaine jouera tout son rôle. C'est un défi pour une entreprise comme EDF. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ces défis. Beaucoup des entreprises dont les modèles sont bouleversés par le numérique. On peut penser aux banques, on peut penser aux assurances, on peut penser à nos collègues d'Orange, par exemple, entreprises de réseau, d'une certaine façon, doivent à la fois faire cohabiter ces deux dimensions, et nous inspirons les uns des autres, d'ailleurs. Nous avons souvent des relations, des discussions les uns avec les autres pour voir comment nous pouvons à la fois être extrêmement efficaces sur nos coûts et extrêmement présents sur le terrain avec nos clients. Mais c'est un défi d'entreprise dont je reconnais qu'il est très ambitieux, mais qu'il est indispensable aussi. Très bien. Une autre question? Oui, Ladislas. Et puis après, vous-même? Voilà, c'est les deux dernières questions, je crois. Puis après, on va arrêter pour faire une petite pause avant la navigatrice. Tu m'avais bien dit, Xavier, s'il n'y avait pas assez de questions, qu'il fallait que j'en pose une. Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser, mais en fait, c'est un message que je vais adresser à mes collègues présidents de syndicats d'électricité en même temps. La loi sur la transition énergétique, mes chers collègues, que je connais tout petit peu puisque j'en étais le rapporteur au Sénat, comme j'avais été rapporteur de la loi NOM. Cette loi donne des pouvoirs importants en matière énergétique aux régions. Les régions ont une compétence très large en matière énergie, mais ils n'ont ni les hommes et ils ne savent pas quoi en faire. Et là, c'est le premier message que je vous adresse. Il est très important que nous, les présidents, les présidentes et présidents de syndicats d'énergie, nous proposions à nos présidents de région d'être des partenaires pour les aider à utiliser cette compétence qu'ils ne connaissent pas pour le moment. La loi donne aussi des compétences aux EPCI, notamment pour les plans climat. Et là, je crois que nous pouvons être de très bons acteurs pour aider les EPCI à réaliser leur plan climat. Mais, et Monsieur le Président d'EDF, je me tourne vers vous, la loi nous donne à nous, les syndicats d'électricité, une compétence très importante en matière d'énergie concernant la production d'électricité. Et chers collègues, c'est impératif que nous saisissions cette opportunité. Je vous ai laissé entendre ce matin, en interrogeant le PDG d'Enedis, qu'il y avait des menaces sur les syndicats d'électricité. Il y a des vraies menaces. Il y a des menaces. Il faut savoir que beaucoup de gens considèrent, certains, qu'on ne sert à rien. D'autres que nous sommes assis sur des coussins dorés et que l'argent serait peut-être mieux utilisé qu'en nous le donnant à nous pour réaliser des travaux de renforcement électrique ou autres. Certains, Monsieur le Président d'EDF, y compris dans votre maison, pensent qu'ils pourraient faire les choses beaucoup mieux que certains syndicats d'électricité. Il faut savoir qu'il y a des menaces. Donc il est important que nous nous rendions indispensables. Et je crois que nous pouvons être indispensables en devenant des producteurs d'électricité. Monsieur le Président d'EDF, vous avez évoqué différentes choses. L'éolien, le photovoltaïque, la biomasse, la valorisation des déchets, il y en a d'autres encore. L'hydroélectricité, la petite hydraulique et autres. Et je pense sincèrement que nous pouvons devenir de très bons acteurs en matière de production. On a le droit de tout faire, ou rien. C'est-à-dire qu'on peut être de simples conseils à une commune qui a besoin de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un atelier municipal. On peut être maître d'œuvre.
On peut être, matrice d'ouvrage partagée. On peut être maître d'ouvrage portant des projets. On peut être associé dans des sociétés d'économie mixte, avec vous, monsieur le président d'EDF. Et là, je crois qu'il y a un rôle important. Si vous voulez que les syndicats d'électricité en France continuent à être de bons partenaires de votre filiale Enedis et d'EDF, nous avons tout intérêt à porter des projets ensemble. Et c'est un appel que je vous lance. Faisons ensemble. Vous nous aiderez en le faisant, parce que c'est très important que nous nous défendions de manière à être incontournables demain, mais nous vous aiderons aussi en même temps. Merci. Je ne vais pas ajouter à ce que le sénateur Poniatowski a remarquablement bien dit, si ce n'est qu'il a vu à ma gestuelle que je suis 100% d'accord avec ce qu'il a dit. Voilà, je crois qu'il y avait une dernière question. Allez. Oui. Je n'ai pas compris. On ne veut pas me laisser parler aujourd'hui? Une dernière question, c'est la dernière. Voilà, je vous ai bien entendu. Oui, on est obligé de faire la dernière parce qu'après, je crois qu'il faut préparer la salle, c'est ça pour le... Oui. Alors, allez-y. On vous passe un micro. Parce qu'ils ont coupé le micro, là, hein, je crois. Bon, monsieur le président Penta, je n'ai pas pu m'exprimer il y a 3 ans à Montpellier. Si je ne peux pas m'exprimer, je ne m'en mourrai pas. Mais enfin, ah, mais si. Où il est? Je ne te vois pas. Je suis à ta gauche, c'est pour ça peut-être que tu me vois. Ah, c'est le président Fortassin, oui, des Pyrénées. Vas-y. Monsieur le président, je voudrais votre position sur le problème de l'énergie hydraulique. La caractéristique comme chacun le sait, de l'électricité d'origine hydraulique, c'est que on peut stocker l'eau, alors que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas encore stocker le vent ni le soleil. Ensuite, c'est vrai que le micro un peu plus près. Les équipements hydroélectriques répondent à une exigence qui est celle de pouvoir être arrêtés ou mis en marche de façon très rapide. Dans les Pyrénées, les équipements hydroélectriques n'ont pas défiguré, contrairement à ce que pensent certains, les paysages. Et cela date de l'immédiat avant-guerre ou de l'immédiat après-guerre, Seconde Guerre mondiale. Je voudrais savoir si vous avez dans vos projets de pouvoir continuer à exploiter, bien sûr, mais à relancer l'hydroélectricité, ou si on doit en rester là pour des questions en particulier qui consisteraient à faire plaisir aux écologistes. Bravo. J'ai eu l'occasion de le dire brièvement dans mon propos tout à l'heure. L'hydroélectricité, c'est la première des énergies renouvelables. C'est aussi une partie très importante de notre patrimoine, de nos implantations territoriales et de notre rôle au bénéfice de la collectivité. Parce que derrière l'eau, combien d'autres activités sont induites par cette ressource naturelle que, comme vous l'avez justement dit, nous pouvons stocker et utiliser à notre guise à travers les barrages qui ont été construits et que nous exploitons avec un grand savoir-faire dans l'équilibre national et la conduite des opérations pour optimiser ce qu'on dit, comme on le dit chez nous, la valeur de l'eau. Donc croyez bien que je suis particulièrement attentif à toutes les évolutions, que nous défendons notamment vis-à-vis de la Commission de Bruxelles les menaces qui pèsent sur le modèle qui a fait ses preuves et que j'appelle de tous mes voeux un programme de renforcement des moyens de production hydraulique en France. Il y a des projets, certains sont en cours, il y a des projets de grande envergure que nous aimerions lancer et nous serons attentifs à tous les moyens que nous pourrons utiliser de façon à ce que nous produisions chaque année encore davantage d'électricité à base d'hydraulique et que nous défendions ce modèle auquel nous sommes très attachés et je suis personnellement très attaché. Donc je voulais vous rassurer et l'affirmer très clairement devant vous et merci d'avoir posé cette question qui me donne l'occasion de cette affirmation. Merci à vous. Voilà, dernière question, rapide, si vous pouvez en mettre. Après, faites-lui passer un micro rapidement et après on conclut. Parce que sinon, on va décaler là. Merci.
Je ne vais pas avoir une question rapide, pas de question politique. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le Sénateur sur le fait que les communes ont un besoin d'ingénierie de projet. Je suis maire d'une petite commune de la Haute-Garonne, rurale, membre du syndicat de la Haute-Garonne. Il y a un écho. La question, c'est est-ce qu'avec toutes les innovations dont on peut espérer l'avènement, on peut espérer aussi la réduction des besoins de production et la diminution du coût de l'électricité. Je prends pour exemple le déploiement du compteur Linky, qui, si j'ai bien compris, va permettre de facturer tout ce qui est aujourd'hui des fuites, donc une meilleure facturation de ces fuites, de la quantité d'électricité consommée. Est-ce que ça va faire baisser à la fin le prix de l'électricité ? Tant qu'à faire, autant que les innovations, comme dans d'autres secteurs industriels, permettent de faire baisser les coûts et les prix. Bien, ça serait un très long débat, parce qu'il y a coût et coût, il y a coût direct, il y a CSPE, il y a taxes, il y a coûts régulés et dérégulés, et tout ça forme des prix. Alors ce qu'on peut dire, je le disais tout à l'heure, c'est qu'en France on paye moins cher que dans d'autres pays, néanmoins on paye toujours trop cher. Le poids des renouvelables. Bon, moi, ce qui me paraît important, c'est deux choses. Premièrement, il y a de vrais résultats dans la maîtrise de l'énergie, dans la maîtrise de l'électricité. On voit qu'il y a chaque année une croissance économique et démographique, donc une croissance du PIB, qui est supérieure à la croissance de l'électricité. Et ceci s'explique principalement par le phénomène de meilleure gestion de nos consommations collectives. Il y a à l'inverse des motifs de croire à la croissance de l'électricité, parce que l'électricité, elle peut être décarbonée, là où d'autres consommations d'énergie de base émettent du carbone. Le gaz émet de carbone, le charbon émet beaucoup plus de carbone, et bien sûr les carburants dans nos voitures ou dans les diesels de nos locomotives émettent beaucoup de carbone. Et donc il y a une substitution aussi à prévoir entre des énergies fossiles et l'énergie électrique, qui est une des solutions à la question du carbone. Qu'est-ce que ça va donner au total ? Nous croyons qu'il va y avoir une légère augmentation, parce que les phénomènes de substitution seront un peu supérieurs aux phénomènes d'optimisation de la maîtrise de l'énergie. Mais tous les économistes, je crois, montrent qu'il y a aujourd'hui une intensité électrique en matière de production et de consommation qui s'est améliorée, et donc une meilleure productivité. Mais voilà, je vous fais une réponse courte sur un sujet qui est plus long, mais on pourra en reparler. En tout cas, merci de votre question. Voilà, Monsieur le Président, au nom de tous les auditeurs, je tenais à vous remercier pour vos propos très riches et la clarté de réponse dans les réponses à vos questions. Alors, vous nous avez communiqué une information qui était dans la suite de ce que nous avait dit le Président Moloubou ce matin, que vous avez dépassé le 1 million de compteurs Linky. Alors moi, je souhaiterais vous donner une intervention, parce que grâce à votre présence, lors de votre présence, nous avons dépassé, ce qui est un record historique, les 1600 participants, sans compter les accompagnants. Donc merci de votre présence. Très bien, merci beaucoup. Ici. Merci à toutes et à tous. Donc on peut s'applaudir. Hein. Et on s'applaudit tous. Voilà, bravo. Bravo pour le succès de votre manifestation. À bientôt.